Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai l'honneur d'être en présence de Marie-André Ouimette, qui est conseillère pédagogique de l'équipe tactique du CFORP. Bonjour Marie-André. Bonjour, et puis merci de l'invitation. Merci de me permettre d'avoir un petit temps d'antenne. Puis en tant que franco-ontarienne, c'est super dans des événements comme ça. C'est mon premier FR, donc super excitée d'être là. Donc c'est ça, je viens de l'équipe tactique. On est une équipe provinciale. Moi, je suis avec l'équipe de l'Est. Puis c'est ça, c'est ma 15e année dans le domaine de l'enseignement. J'ai été 12 ans dans la même école secondaire dans la région de Cornwall, en Ontario. C'est une super belle région. Et j'ai enseigné à peu près de n'importe quoi, je vais être bien honnête, là. Oui, c'est ce que j'allais demander. Il n'y a pas de matière plus qu'une autre à enseigner de tout. Je suis une enseignante d'éducation physique, de formation. Okay. Et puis, je ne sais pas si c'est la même chose qu'au Québec, mais c'est assez difficile de se placer de façon permanente dans ce domaine-là. J'ai été chanceuse dans mes premières années que j'ai remplacé un congé de maternité. Fait que dès le début, j'ai été à temps plein. Mais ça s'est vite changé. La personne revient d'un congé de maternité. Et puis, je pense que c'est un mal pour un bien parce que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup être dans le gym, mais j'aimais aussi être en salle de classe. Donc, de pouvoir faire d'autres choses, ça a été intéressant. Puis, dès ma deuxième année, la direction a réalisé que j'avais un petit intérêt pour le numérique, puis les outils, puis la techno. On m'a offert d'enseigner des cours d'intro à l'informatique. Aucune compétence, aucune formation là-dedans, mais définitivement pas peur d'essayer les choses. Fait que ça, c'est un trait qui m'a toujours suivi. Et je me suis lancée là-dedans. Puis je te dirais qu'après 3 ans, un poste à mi-temps s'est ouvert en orientation parce qu'en Ontario, c'est des enseignants qui font le travail de conseiller en orientation. Puis je me suis ramassée là. Puis pendant 9 ans, j'ai été en orientation, en salle de classe. J'enseignais des cours de leadership. J'enseignais un peu de tous les sciences. Peut-être juste les maths que je n'ai pas vraiment touché. Puis c'est peut-être pas de mauvaise chose. Mais c'est ça. Après 12 ans, je me suis retrouvée au conseil scolaire, la commission scolaire, en tant que conseillère pédagogique en technopédagogie. C'était la première fois qu'on ouvrait un poste avec le terme technopédagogie. Puis j'ai été chanceuse de chapeauter le lancement de ce dossier-là dans ma commission scolaire. Et c'est ça, j'étais heureuse, mais après 2 ans, il y a un poste qui s'est ouvert à l'équipe tactique. C'est une équipe assez prestigieuse en Ontario. On est directement en dessous du ministère, puis on a la chance de travailler dans toutes les commissions scolaires. Puis je voulais vivre cette expérience-là. J'ai postulé, j'ai eu le poste. J'ai dit, OK, on va vivre l'expérience. Puis c'est là que j'en suis, là, ma 15e année. Puis dis-moi, écoute, tu as souvent navigué dans des zones où tu n'avais pas tout le bagage qui te permettait de créer tes cours. Qu'est-ce que tu as utilisé comme force en toi ou comme aptitude qui t'a permis d'être confortable dans l'inconfort, tu sais, de ne pas avoir tout à portée de main pour créer et donner ton cours? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ça a toujours été ma curiosité. C'est toujours le point qui a fait de moi quelqu'un qui venait à bout de se débrouiller dans à peu près n'importe quoi. Puis le fait que j'ai pas peur d'avouer que je ne connais pas tout. Et ça, c'est autant avec les adultes que j'accompagne maintenant que les élèves. J'ai toujours eu un style d'enseignement aussi où je n'étais pas très magistrale. Je n'avais pas besoin d'être la maître de tout savoir. C'était souvent un partenariat où j'agissais plutôt comme une guide ou une mentor. Puis ça m'a toujours suivi. Puis je te dirais que ça m'aide beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui parce que je viens du monde du secondaire. Maintenant, j'accompagne de la maternelle jusqu'au secondaire. Puis de me retrouver dans une classe de maternelle, souvent, je suis même un petit peu nerveuse. J'ai des papillons parce que c'est des gens qui sont très solides avec leur pédagogie, connaissent leurs élèves, même le groupe d'âge, j'ai pas d'enfants. Fait que pour moi, c'est comme tout un monde inconnu. Mais je viens à bout de travailler avec ces personnes-là. Ensemble, on s'échange des idées. Notre curiosité fait en sorte qu'on chemine. Puis ça a toujours été la curiosité qui m'a amenée où je suis. Ouais. OK, merveilleux. Puis écoute, Marie-André, j'aimerais ça que tu nous parles d'un outil particulier ou d'une approche particulière qui s'appelle le sketchnoting. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que c'est
et en quoi ça peut aider des enseignants ou des élèves à mettre Mhm. ça en œuvre dans leur quotidien, dans leur pratique. Parfait. Moi, le sketch note ou le croquis note, appelez-le comme vous voulez. Je suis de la vieille école, donc je dis sketch note ou sketch noting. En 2014, j'ai vu ça passer sur Twitter. C'était une pédagogue qui s'appelle Sylvia Duckworth. Elle est enseignante de français langue seconde dans la région de Toronto. Puis j'ai commencé à voir ces dessins-là, puis je me disais, aïe, aïe, c'est malade. Elle résume des concepts, des lectures, des blogs en un visuel. Puis tu regardes ça, puis tu comprends. Tu n'as même pas besoin d'aller lire le blog ou ça te donne le goût d'aller plus loin. Et puis ça m'a tout de suite accroché. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste venu me chercher. Puis je me suis lancée là-dedans. Puis je te dirais, 1 an plus tard, je donnais des ateliers. Fait encore, c'est ma curiosité qui a fait en sorte que, sans être experte et je ne serai jamais experte, j'ai voulu parler de ça avec d'autres gens. Puis comment tu as fait au moment où tu as découvert ça? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour aller t'abreuver puis commencer à t'approprier le sketchnoting à ta façon? Bien, je suis du genre assez direct. J'ai vu ce qu'elle faisait. Je lui ai écrit. Elle OK. m'a partagé la présentation qu'elle donnait dans des congrès. Je regardais ça de mon côté. Elle suggérait plein de ressources. Je me suis procuré les ressources. J'ai fait de la lecture, aller m'abonner à des blogs ou à des chaînes YouTube, commencer à dessiner. Puis, tu sais, moi, je voyais ça comme, mon Dieu, il n'y a pas personne qui fait ça en français, encore moins dans ma région. Je suis conseillère pédagogique, je l'étais à ce moment-là, j'étais nouvellement conseillère pédagogique, puis je me disais, en plus, ça pourrait être des outils que je pourrais utiliser pour mes formations. Fait que j'y voyais vraiment comme c'était significatif pour moi de commencer à faire ça. Puis c'est sûr que ça a commencé par être très personnel. Je ne voyais pas ça comme waouh, je vais parler de ça pour les élèves. Mais ça n'a pas pris de temps qu'après 1 an, je me disais aïe aïe. Je réalisais qu'au secondaire, j'étais un élève qui dessinait continuellement dans ses notes, puis qui se faisait souvent chicaner parce que hey, arrête de dessiner des étoiles, des fleurs. Mais honnêtement, ça m'aidait à mieux assimiler la matière, à mémoriser. J'étais quelqu'un de visuel, j'avais besoin de ces liens-là. Puis je me suis dit, hey, je ne dois pas être la seule. Fait que c'est là que les ateliers ont commencé. J'ai des amis enseignants qui, même sans que je les accompagne, informellement, on se jasait, puis ils disaient, ben, je vais en faire dans ma classe. Puis ça a commencé à grandir de cette façon-là. Donc, c'est devenu une passion. Puis qu'est-ce que ces enseignants-là qui ont mis ça en pratique dans leur classe ont vu que ça a créé chez leurs élèves? Mm-hmm. Bien, c'est venu chercher, dans le fond, ça a créé une genre de différenciation pédagogique. C'est venu chercher des élèves qui avaient besoin de s'exprimer de cette façon-là. Ça leur a permis de sortir du typique secondaire où, malheureusement, puis je vais être très honnête, c'est encore beaucoup très magistral. On prétend les préparer pour l'université, mais je crois qu'on a besoin beaucoup de changer à ce niveau-là. Mais c'est venu donner une alternative à ces enseignants-là qui se sont dit, hey, peut-être mes élèves peuvent faire autrement. Et aussi pour les élèves, comme l'an dernier, on a travaillé avec une élève dans une école en particulier où elle a commencé à intégrer ça dans tout. Là. On a fait ça dans un cours, mais elle s'est dit, moi, je peux faire ça en maths. Fascinant. Je peux faire ça en sciences. Puis ça a fait d'elle une personne qui réussissait mieux. Parce qu'elle pouvait y apporter sa propre façon de voir les choses. Puis c'était juste, on s'éloigne de la prise de notes traditionnelle. Là. C'était une technique pour elle de mieux réussir. OK, wow! Merveilleux. Puis, dis-moi, Marie-Andrée, comme tu travailles dans plusieurs milieux à apporter des nouveaux outils, des nouvelles approches aux enseignants de tout niveau, de toutes les matières, qu'est-ce que tu suggères dans les milieux de mettre en place pour faciliter la concertation et la collaboration entre tous pour améliorer la pratique de tous? OK. C'est certain que je ne parle pas juste de sketch notes dans mes accompagnements. Ça serait le fun, mais c'est pas là que j'en suis. Mais je pense qu'au niveau d'une école, si on veut que les choses fonctionnent bien, c'est la culture d'école. Puis j'en parle souvent avec des anciens élèves qui sont à la faculté, à la formation d'enseignants ou dans des stages, puis qui entrent dans des écoles, puis ils disent « Ah, ça bouge pas vite les choses. » Non, ça bougera pas vite. Mais moi, je pense que c'est la culture d'école. Je pense que... Puis c'est pas juste la direction qui dirige une culture d'école, c'est en tant que collègue de se soutenir. Puis souvent, si on veut que les choses avancent, c'est de choisir
choisir en tant que direction, mais d'avoir des personnes clés dans l'école, des Carl Parent, des Jocelyn Dagenet, des gens comme ça qui font les choses autrement, puis qui donnent le goût à leurs collègues de faire la même chose. Je pense pas que ça a besoin de venir d'en haut. Je pense qu'il faut garder ça au même niveau. Que ça vienne de partout, oui, à leur façon à eux. Oui. Puis ça, c'est dans une culture d'école où c'est correct de se planter, puis de faire des erreurs, puis c'est correct d'essayer des choses sans qu'on ait une recherche, puis qu'on ait un cadre scientifique, qu'on est là pour l'élève, qu'on veut essayer des choses, puis entre collègues, de se soutenir, puis d'éliminer les sections, les silos, les matières, de travailler ensemble. Ouais. Puis c'est certain qu'au niveau de la techno, je ne dis pas souvent, puis je ne le mentionne pas souvent, mais je suis formée à tous les niveaux avec Google. Puis pour nous, dans mon coin, dans l'Est de l'Ontario, on est tous sur la plateforme de nuages Google. Bien, ça, c'est venu aussi aider à cette culture-là parce que la collaboration est super facile au niveau du numérique, Google, là, en tout cas. Il reste encore la collaboration en personne, ça se travaille continuellement, mais au niveau de tout ce qui est outils numériques puis travailler en équipe, on peut éliminer les silos en utilisant cette technologie-là. Wow! Merci, Marie-André. Plaisir. Pour terminer, peux-tu dire aux gens qui ont eu un intérêt pour le sketchnoting ou encore pour tous les outils de collaboration de Google, comment ils peuvent entrer en contact avec toi? Je vais garder ça le plus simple possible parce qu'il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller sur Twitter. Mon nom Twitter, c'est Mao Techno. Puis dans la même veine, vous pouvez aller sur mon site web, maotechno.com. Toutes mes façons les façons de me contacter sont là, tant pour le sketchnote que pour tout outil ou juste si vous voulez jaser. Je suis très ouverte, je réponds à mes courriels, puis je suis un peu trop branchée, mais c'est pas grave, je viens à bout de me gérer. Merveilleux, merci beaucoup.